My black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour FBI. FBB International, le tour du monde. Aller-retour, nouveau concept sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer un peu le concept. Vous savez que je faisais déjà Parole Inutile sur la musique locale caribéenne. Et là j'ai décidé d'ouvrir un peu le truc et parler de musique rap US, rap FR, parce que c'est ce que j'écoute en vrai principalement sur mon temps libre. Et le premier épisode, on va parler de Tupac Shakur, grosse icône du rap US. On va parler de sa mort, pourquoi tout le monde fait comme si on ne sait pas qui a tué Tupac. On va parler de son niveau en rap, dont je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'avais envie d'en parler dans une vidéo. Le concept de la Thug Life, est-ce que c'était vraiment un concept, une idéologie, etc. ou bien est-ce que c'était un petit peu autre chose. Donc voilà, j'ai eu envie de revenir sur Tupac parce que c'est un artiste qui est tellement vu de façon idéale que des fois on évite d'aborder certains sujets. Donc là je vais aborder peut-être un peu les sujets qui fâchent. C'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment vous apprendre des trucs, même s'il y a beaucoup de gens je pense qui vont apprendre des trucs en regardant ces vidéos, mais c'est plus ouvrir un débat, avoir des discussions qu'on n'a pas très souvent. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Comme d'habitude, je vais mettre la playlist inutile à jour avec des morceaux antillais nouveaux que vous avez peut-être ratés. Aujourd'hui, dans la playlist inutile, il y aura un morceau de Blade Mikey, de NV30, de CR, le nouveau morceau de Lieutenant, le nouveau morceau de Sodad et le nouveau morceau de Yaoudi, un artiste martiniquais qui a collaboré avec Sizzla Kalonji. On écoute ça tout de suite et on revient ensuite pour parler de Tupac Shakur. Dans la vie d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi pour s'en sortir. Fais de ton mieux, mais toujours ça t'en opinion. Watch how you step to me. Watch what you said to me. En toujours fraîche, glacé, même en bas soleil, en pack à fond, con ice cream. Nouveau juste fort à tel acali, mais qu'on Billie Jean. Mais c'est man. Oh ouais, man. Marionnette nous paille. C'est ma raclie, c'est ma bonasse. Je l'emmène tout le time au télo, je mets ma main sur son dos, elle adore les choses commencent. En vérité, de richesse, mais avant, faut me décoller. Un canet dans l'ivresse pour les sentiments puis décorés. Déception à la chaîne, l'amitié pas la peine, même ça. Les ancêtres moi sorti line, ni diamant, les ancêtres moi levé line, il a, yo préservé nati, la passion, t'es savant et technologie, yo t'es Jani, l'autre chat. On est donc parti pour parler de Tupac Shakur et de ses paradoxes, des sujets aussi dont on ne parle pas très souvent. Je vais parler de différents trucs, mais avant de commencer, je tiens à dire clairement que Tupac est la plus grosse icône du rap américain, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire contre ça. Tu dis à quelqu'un c'est qui le rappeur le plus connu de tous les temps, techniquement si la personne ne te répond pas Tupac, c'est qu'il y a un problème. Eminem aussi une très grosse icône, Jay-Z avec son mariage avec Beyoncé est devenu très reconnaissable aussi, Drake, Nicki Minaj, mais Tupac universellement à travers les générations c'est la plus grosse icône. Pourquoi c'est la plus grosse icône? Il y a des gens qui pourraient penser que c'est grâce à son niveau en rap, ce qui est faux, comme on va le voir tout à l'heure. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est parce qu'il a vendu énormément d'albums, ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'il en a vendu beaucoup, surtout à titre posthume. Pourquoi Tupac a vendu beaucoup d'albums et la plus grosse icône, je veux dire, pour deux choses. Déjà, il ne faut pas oublier que Tupac c'était une star du cinéma aussi. Il a fait pas mal de films en très peu de temps. Donc, il a vraiment commencé sa carrière dans les années, au début des années 90, 91 par là à peu près. Et il est mort en 96. Et malgré ça, il a fait quand même au moins 4 ou 5 gros films, dont un avec Janet Jackson. Il a failli être dans Menace to Society, on va parler de ça. Et au moment de sa mort, on discutait de lui pour qu'il soit dans Star Wars, carrément à la place de Samuel L. Jackson, mais malheureusement il est décédé entre temps. Donc voilà, ça a beaucoup aidé au fait que ça le rende très reconnaissable, puisque être sur grand écran, c'est pas n'importe quoi. Mais aussi c'est grâce à son charisme. Et le charisme de Tupac, justement, nous fait oublier beaucoup de choses dont on va parler, ces choses qu'on veut vraiment oublier, que ce soit par rapport à sa mort, que ce soit par rapport à sa vie en général, à son rap en général. Et quand je parle de son charisme, on peut vraiment dire que Tupac c'est un gars stylé. Que ce soit dans le domaine de la mode, dans le domaine du rap, dans le domaine du cinéma, tout le monde était d'accord pour dire que Tupac c'est un gars fascinant en fait. Pour prendre un exemple récent, Rihanna, ce qui fait son succès, oui elle a une voix intéressante, oui on lui donne des bons sons, mais
le charisme de Rihanna est vraiment sensationnel. Même quand elle a signé directement, elle a fait une audition avec Jay-Z. Jay-Z a dit tout de suite, non, mademoiselle, elle sort pas de la salle sans avoir signé un contrat, c'est mort. Tu vois, c'est-à-dire que tout de suite, il a senti le truc. Ben, Tupac, c'est à peu près la même chose. Et ce charisme de Tupac, justement, nous fait oublier pas mal de trucs. Donc, je vais diviser en deux trucs. Premièrement, je vais commencer par le bordel, parce que c'est ce que tout le monde aime. Je vais commencer par le côté Thug Life, et ensuite, on va parler du côté rap vraiment pur et dur. Je vais parler du côté Thug Life de Tupac pour vraiment mettre en lumière le fait qu'on oublie beaucoup son côté problématique. Tupac, c'est quelqu'un qui est très aimé par ses fans, c'est quelqu'un, jusqu'à maintenant, tu parles de Tupac sur internet ou bien en général, il y a des gens qui veulent entendre aucune critique sur Tupac, ils ne veulent rien savoir, Tupac c'est le meilleur, c'est le number one, et tous les côtés négatifs sont un peu glissés sous le tapis, et je trouve que c'est une mauvaise chose pour son héritage, parce que trop rendre les gens parfaits, lisses, activistes, idéologie machin, ça fait qu'on oublie le côté humain et qu'on n'apprend pas de leurs erreurs, selon moi. Selon moi, c'est ma vision du truc, vous me direz si vous êtes d'accord. Tupac est connu pour plusieurs, je crois 3 ou 4, je vais les citer, faits vraiment violents. Il en a plein d'autres dans sa vie, mais j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on analyse ces faits un peu. Tout d'abord, le premier fait, c'est Tupac qui tire sur des policiers en, je crois, 1993, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, dans ces eaux-là, vous pourrez aller vérifier. Les infos que je vais vous donner, n'hésitez pas à aller les googler pour être bien sûr que c'est bien ça, mais c'est à peu près ça en tout cas. Tout d'abord, Tupac a tiré sur des policiers en 1993. Donc ça, c'est vraiment l'un des trucs qui le fait entrer dans la légende, parce qu'il a tiré sur un policier, ou deux, je crois. Il en a touché un, je crois, dans l'abdomen, un truc comme ça. Et il n'est pas allé en prison, il a même gagné son procès. Donc déjà, ça c'est incroyable. Rappeur, noir, tatoué, thug life, machin. Tu tires sur des policiers, tu gagnes ton procès. Donc déjà, ça a fait vraiment entrer dans le truc rebelle contre le gouvernement. Oh mon Dieu, le gouvernement voulait se venger, etc. Donc ça a beaucoup contribué à solidifier ce schéma narratif comme Tupac, fils de Black Panther, parce que sa mère était vraiment une Black Panther qui était en prison quand elle était enceinte de lui. Ça a vraiment solidifié ce côté Tupac contre l'État, genre l'ange du ghetto qui vient se battre contre le gouvernement. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que je crois les policiers étaient en état d'ébriété, Tupac était dans une voiture, l'un des policiers a sorti une arme contre eux, sans tirer, et voilà, légitime défense au calme. En plus, état d'ébriété, je crois que le policier n'avait même pas le droit d'avoir son fusil. Donc voilà, cette histoire-là de Tupac, techniquement, ça n'a rien de négatif, c'est normal qu'on l'encense un peu par rapport à ça. Par contre, il y a une autre histoire avec un fusil qu'on oublie, c'est quand il donnait un concert, je crois en 1992, ou dans ces eaux-là en tout cas, et il y a eu des échauffourées, il y a eu un petit bordel pendant ce concert, et un enfant de 6 ans a pris une balle en pleine tête et est mort. Donc c'est un fait quand même assez grave qu'un enfant meure, un enfant noir, et je dis enfant noir parce que souvent la mort des enfants noirs et la mort des enfants blancs, c'est pas du tout traité de la même façon en Amérique. Et c'est le fusil, la balle qui a été retrouvée dans le corps de l'enfant provenait d'un fusil au nom de Tupac. Donc on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, paraît que le fusil était tombé, que le frère de Tupac l'a ramassé, le frère de Tupac s'appelle Moprime, l'a ramassé et aurait tiré par accident, voilà. Mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et bien sûr, il y a eu un procès, etc. Et Tupac a ce qu'on appelle settle en anglais. Donc il a donné de l'argent à la mère de l'enfant pour ne pas continuer le procès, etc. Donc techniquement, par exemple, quand il y a des procès pour des viols, etc., quand tu fais ça, en général, on te voit comme coupable. Mais pour Tupac, comme c'est Tupac, on a beaucoup glissé ça sous le tapis, comme beaucoup de choses dont je vais parler. Alors que c'est quand même un fait, je trouve, assez grave et qui retranscrit pas mal du côté sombre de Tupac qu'on aime bien oublier. Donc voilà, c'est la mort de cet enfant de 6 ans. N'hésitez pas à aller googler pour avoir plus de détails. Un autre fait qu'on oublie souvent quand on parle des faits de violence de Tupac, c'est quand il devait, comme je disais, participer au film Menace to Society, il devait jouer Sharif, l'ancien thug devenu musulman, donc qui était beaucoup plus calme dans le film. Et donc ce film a été réalisé par les Hughes Brothers, qui ont notamment fait l'un des premiers clips de Tupac, en tout cas le premier clip qui a buzzé, c'est Brenda's Got a Baby.
Et donc voilà, ils l'ont pris directement pour le rôle. Je crois même que c'était dans le deal que Tupac, le studio voulait que Tupac soit dans le film. Ce qui s'est passé en fait sur le tournage, c'est que même avant le tournage, pendant les répétitions, dès que Tupac commençait à lire son script, en fait tout le monde lisait les scripts, les acteurs, etc. Laron State, etc. qui joue au Dog, tous les gars. Je pense que Jada Pink était dans celui-là aussi, je suis pas sûr. Tout le monde lisait son texte et dès que ça arrivait à Tupac, il disait non les gars, j'aime pas trop le personnage parce que il est musulman, mais on sait pas pourquoi il est devenu musulman. J'ai besoin de plus de matière, j'ai besoin de plus de... Et le frère Huge, donc l'un des réalisateurs, lui disait Tupac, c'est comme ça que le film est. Tu n'es pas le rôle principal, il y a beaucoup d'autres personnages à développer, on peut pas forcément développer ton personnage. Donc il disait ok, machin. Et dès que ça revenait à lui, on recommençait non mais les gars, j'arrive pas à rentrer dans le personnage, etc. etc. Et ça, c'est ce que je vous raconte, c'est l'acteur principal, celui qui est plus foncé de peau, pas au Dog, l'autre, celui qui meurt à la fin. Il dit, c'est lui qui raconte l'histoire, et il dit que le frère Huge dit à Tupac, t'es en train de faire comme une bitch là, frère, tu gâches ma répétition, frère, vas-y, on sort, on discute de ça, on essaie de régler ça, machin. Qu'ils sortent, et que quand ils reviennent, Tupac ne revient pas. Il y a que quand ils reviennent, Tupac ne revient pas, ça n'a aucun sens. Quand il revient, enfin quand le frère Huge revient, Tupac n'est plus là. Et il dit que c'est la dernière fois qu'il a vu Tupac sur le set de ce film. Ensuite, il tournait un clip, pas Tupac, mais les réalisateurs tournaient un clip pour la bande son de ce film, un clip de Spice One. Le rappeur s'appelle Spice One. Et Tupac a débarqué avec une dizaine de gars et a tabassé le réalisateur. Pendant que son frère, le frère du réalisateur, parce que les réalisateurs c'est des frères, les frères Huge, a tabassé l'un des réalisateurs, mais en sang et tout, et pendant que son frère a fui. Et techniquement, ok, on peut voir ça comme thug. Ok, t'es venu avec ton gang, t'as tabassé les gars, machin. Mais j'aime beaucoup faire le parallèle Tupac, Booba, 50 Cent, parce que les trois, je pense que c'est les rappeurs qui étaient le plus en mode nos futurs. On est en guerre avec tout le monde, on n'a rien à foutre, machin, etc. Comme je vais en parler plus tard pour Tupac. Et arriver, si, imaginez Booba arrive, ben par exemple, non, même pas, on va pas même pas prendre Booba, on va prendre Rof. Quand Rof est arrivé dans la boutique Uncut et a tabassé le vendeur, personne n'a dit respect, bad boy, tu vois, tout le monde a dit c'est mystique, c'est pas respectable, c'est lâche presque, tu vois. Et Tupac, pareil, on balaye ça sous le tapis. Donc pareil, il y a eu un procès, il a perdu ce procès là, il a même avoué ça sur MTV, il a dit ouais, je les ai tabassés, machin, donc en fait, il se cachait même pas de ça, mais malgré ça, on en parle très peu souvent, donc il y a ce fait de violence là. They fired me but did it in a roundabout punk snitch way. So I caught them on the streets and beat they behinds. You know what I'm saying? Like I was a menace to the East brothers. And it ain't over. I still got more than Chuck Box. I read what you said about me. Sachant qu'en plus il se plaignait de son rôle et que finalement Menace to Society est sorti et c'est un classique invétéré. Donc il n'a même pas forcément raison sur ce point là. Si le film est échoué, on aurait pu dire ah en fait Tupac a raison. Bref. L'autre fait, violent aussi mais différemment, c'est l'agression sexuelle pour laquelle il est allé en prison. Et le climat en 1996 autour des agressions sexuelles est très différent de celui autour des agressions sexuelles en 2020. C'est-à-dire que en 1980, c'est même pas en 1996, c'est en 1995, puisqu'il est mort en 1996, même voire 1994, puisqu'il a été emprisonné en 1995, en tout cas dans ces eaux-là. Le climat est totalement différent. Il n'y a pas MeToo, il n'y a pas On croit les victimes, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de féminisme digital comme il y en a maintenant. Donc, l'acceptation chez les Noirs, en tout cas la théorie chez les Noirs qui a perduré de 1995 jusqu'à maintenant, en vrai, c'est aimant. La meuf ment, elle fait ça pour soutirer de l'argent à Tupac, pour salir son image, etc., etc. Sauf que, quand tu te plonges dans l'histoire même, quand tu regardes vraiment l'histoire, les témoignages, les interviews, machin, la meuf a fait une interview, n'hésitez pas à regarder, et tu lis le procès verbal, etc., machin. C'est vrai que l'histoire de la meuf est chelou, mais l'histoire de Tupac est chelou aussi en fait. La situation même est chelou, c'est-à-dire que Tupac arrive à New York en 1993-94, il est né à New York, mais en tout cas il était à New York, je crois, pour le tournage d'Above the Rim. Il a voulu s'inspirer de gangster qui s'appelle Haitian Jack,
qu'il a rencontré dans un club. Il faisait que traîner avec lui. Il traînait avec lui, ils avaient plein d'argent, c'est un très très gros gangster, machin. Et c'est lui qui lui a présenté Ayanna Jackson, qui est la meuf qui a porté plainte après. Il lui a présenté en boîte. Tout de suite, elle a fait un petit plaisir à Tupac sur la piste de danse. Ensuite, ils ont couché ensemble ce jour-là sans aucun problème. Et c'est une fois après, elle est venue dans sa chambre d'hôtel. Haitian Jack était là avec d'autres gars, Tupac était là. Et Tupac a dit à la chou, viens dans ma chambre, fais-moi un massage. Donc, c'est l'histoire de Tupac. Donc, il a dit, elle m'a fait un massage. Ensuite, les gars sont entrés dans la pièce, les autres gars, Haitian Jack, etc. Moi, je me suis levé, je suis sorti. Et je me suis endormi sur le canapé. L'histoire est chelou. C'est-à-dire, attends, la chou est en train de te faire un massage. Les gars sont entrés, tu t'es levé. Et il disait que les gars disaient, ah ouais, elle a un gros cul, machin, là. Donc toi, tu t'es levé, tu es allé, tu t'es endormi. Et quand tu t'es réveillé, la chou disait, oh viol, machin. Ok, mais l'histoire est chelou. L'histoire de la chou est chelou, il y a plein d'incohérences. Quand tu regardes son interview, n'hésitez pas à aller regarder son interview si vous parlez anglais. C'est chelou, mais l'histoire de Tupac est chelou aussi. Et le fait est que il a été accusé de ça, il a été en prison. These are my boys. I like you so much, I decided to share you with them. Pour aucun autre artiste, on aurait dit, enfin, il y aura toujours des gens qui vont dire, ok, il est innocent, Vybz Kartel elle est innocent, Chris Brown est innocent, tout le monde est innocent, si tu écoutes les fans. Mais si tu regardes l'histoire même, c'est chelou et on n'en parle pas. Donc, et c'est un peu, ou bien on essaie toujours de défendre Tupac, tellement on a voulu idéaliser Tupac. Idéaliser, c'est le mot que je cherchais depuis le début de la vidéo. Bref. Donc, il y a ce fait-là, et il y a la mort de Tupac. La mort de Tupac, franchement, ce qui est incroyable, c'est qu'on fait comme si c'est un mystère irrésolu, on ne sait pas, machin, parce que personne n'a été arrêté. Alors qu'il y a une histoire très plausible et quelqu'un qui a littéralement avoué qu'il était dans la voiture du gars qui a tué Tupac. Et malgré ça, tu as des gars qui te disent c'est le gouvernement qui a tué Tupac parce qu'il devenait trop puissant et On va rétablir les faits concrets qu'on a. Tupac était en prison pour l'agression sexuelle. Suge Knight, qui était le boss de Death Row, qui était une succursale d'Interscope, Even, il connaissait déjà Tupac, ils avaient participé à des soundtracks ensemble, lui a dit, frère, je te libère, je paie ta caution, mais tu signes à Death Row. Je l'ai fait en résumé. Donc il signe à Death Row qui était déjà le label de Snoop Dogg, qui vendait énormément d'albums. Il sort de prison, il fait tout son bordel contre Bad Boy, il clash Biggie, parce que c'est Biggie qui l'aurait piégé, machin, etc. On va essayer d'en reparler un peu après. Et il devient tellement proche de Death Row qu'il veut devenir un Blood. En fait, il fait comme s'il est Blood, en fait. Il est comme s'il est dans un gang, alors que Tupac n'a jamais été dans un gang. Mais comme Suge Knight, et lui c'est un Blood, et encore un Blood, c'est pas tant un Blood que ça, mais bon bref, comme il représente les Bloods et qu'il a son équipe, il a son gang, etc., Tupac veut représenter pour eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Baby Lane, qui est un creep, qui a braqué un membre de l'équipe de Death Row pas longtemps avant la mort, peut-être 1 ou 2 semaines avant la mort de Tupac, il a braqué sa chaîne, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Las Vegas, le jour du fameux combat de Mike Tyson où Tupac a été assassiné, Tupac a vu ce fameux Baby Lane qui s'appelle Orlando Anderson, si je ne me trompe pas. Il a vu et il est allé le tabasser. Encore avec tout un gang. Donc pareil, c'est le même truc, on peut se dire pourquoi il n'est pas allé en one-one. Le même truc qu'on aurait dit pour notre rappeur, ah vous êtes fort quand vous êtes en bande, nanana. Bizarrement on le dit littéralement jamais pour Tupac. Bref. Donc il est allé, il a tabassé le mec. Il y a des vidéos de ça, je vais essayer de vous mettre la vidéo, machin. Il est parti, on lui a tiré dessus 3 heures après. Et pourquoi on dit que c'est le gouvernement? Techniquement, la logique c'est que ce serait Orlando Anderson qui serait revenu se venger. De base, j'aurais pensé ça, la rumeur courait déjà à Compton, etc. Machin. Ils ont arrêté Orlando Anderson, bien sûr il va nier, il va jamais dire oui j'ai tué Tupac, machin. Orlando Anderson, Baby Lane, le gars en question, est mort peut-être 3-4 mois après, dans une histoire qui n'avait rien à voir, une histoire de drogue, c'est lui qui a cherché son truc, donc c'est même pas une revanche par rapport à la mort de Tupac. Même s'il y a des gars, M.O.B. James, je crois, qui était dans le crew de Death Row, disait, on voulait tuer Orlando Anderson, nous on voulait vraiment venger Tupac. I go back home and they say Tupac beat me up. I can't show my face in the hood no more. So he did what he had to do.
Parce que pour eux, c'était évident que c'était lui en fait. Il a été arrêté par la police, le jugement n'a pas eu le temps d'avoir lui puisqu'il est mort. Et on veut dire, c'est Suge Knight qui a piégé Tupac, alors que le gars était dans la voiture. Si tu commandites un assassinat, tu vas pas être dans la voiture parce que peut-être que tu vas mourir aussi, tu vois. Ça n'a pas spécialement de sens. Et on veut vraiment faire comme si c'est un mystère, on sait pas qui a tué Tupac, alors qu'il y a plein de documents. Il y a un autre gars qui était dans la voiture, qui s'appelle Kifidi, qui était le tonton d'Orlando Anderson, qui dit oui, moi j'étais là, si la voiture de Tupac avait été par là, c'est telle personne qui aurait tiré sur lui, mais comme la voiture était par là, eh ben c'est Orlando Anderson qui a tiré sur lui, et boum boum boum, il a tué Tupac. Il y a un gars qui avoue, actuellement ses interviews sont disponibles, il a fait un livre, machin, mais les gens veulent pas y croire parce que c'est le seul survivant qui était dans la voiture à ce moment-là. Les 3 autres gars sont morts entre-temps, donc forcément c'est sa parole contre les théories du complot, le gouvernement, etc. etc. Et tout ce mystère, ça amplifie encore plus tout le côté thug life mythique de Tupac. Alors que lui-même, si tu regardes des interviews et ses biographies, il te dit clairement, moi les gars, effectivement il a grandi dans la pauvreté, effectivement sa mère était une Black Panther, effectivement il a fréquenté des thugs, machin, etc. Il te dit qu'il n'avait pas de figure paternelle dans sa vie. Donc que ces figures paternelles c'était des dealers, des pimps et voilà, qui traînaient avec des prostituées, des gens comme ça, machin, et que c'est les seuls gens qui s'occupaient de lui, vraiment les seules figures masculines. Mais que par exemple quand il essayait de vendre de la drogue, il a vendu de la drogue pendant 2 semaines, il était nul, on lui a dit rends-moi ma drogue. Tu vois, ça il le dit lui-même dans une interview. I think I tried selling drugs for maybe 2 weeks. Then the dude was like, "Oh man, give me my drugs back," because I didn't know how to do it. I sell, somebody didn't pay me back. I'd be like, "Oh, it's okay." Donc moi je me suis vraiment demandé comment il est devenu cette figure de la thug life, le roi de la thug life, machin, etc. Il y a beaucoup de gens qui voient Tupac comme le thug ultime. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça. Donc je me suis demandé comment ça s'était passé. Quand je me pose une question, j'aime bien prendre le problème de façon chronologique. Il y a une interview de Tupac qui est incroyable quand tu la regardes. C'est une interview de Tupac qui a 17 ans. Et quand tu vois Tupac à 17 ans et Tupac à genre 23 ans, c'est traumatisant. C'est-à-dire que tu regardes l'interview, le gars est doux, calme, il y a même des gens dans les commentaires qui le trouvent efféminé, et tu comprends pas en fait la transition. Cette interview prend place en 1988 et lui il meurt en 1996. Et dès le début des 90, 90, 91, 92, t'as l'impression que c'est littéralement une autre personne. Il y a un commentaire qui dit, carrément, je vais le lire, il est en anglais, mais je l'ai traduit. On dirait que personne ne se demande comment ce jeune gars calme, qui parle des problèmes de la jeunesse, qui est positif, qui a l'air gentil, s'est transformé en gars super agressif, super vulgaire, alors qu'il faisait du ballet. Il a fait du ballet, de la danse classique. Comment il est devenu un gangster, un rappeur gangster, une transformation qui n'a même pas été longue, qui a été quasiment instantanée. Pourquoi personne ne se pose cette question? Et effectivement, c'est vraiment une question quand tu regardes l'interview et quand tu le regardes. Après, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'interview, si tu le regardes, il veut même pas, quand il a 17 ans, il veut même pas injurier. Il dit qu'il disait quasiment aux gens, non, n'injuriez pas, c'est pas bien. Il dit pas, il refuse de dire bitch. Il dit the B-word, le mot en B. Il dit à un moment, ouais, je comprends. Je prends cette voix là parce que t'as l'impression que c'est comme ça qu'il parle dans la vidéo. Ouais, je comprends pas pourquoi les filles, j'ai remarqué, elles n'aiment pas les gars gentils. Elles préfèrent les gars qui les traitent comme de la merde, machin. Il y a une meuf, je voulais la gérer, elle m'a dit, non, mais t'es trop gentil. I've seen guys speak to women with this much respect, and I deplore that. My mother is just told. I grew up. My mother raised me, so I have this much respect for women. But then, like I was liking this girl in Tam, and I'm extra nice, you know, extra gentleman. I'm extra just like, oh, you're beautiful and you deserve the best. And she told me I was too nice. I couldn't believe it. It wouldn't work because I was too nice. Elle m'a dit ça, elle m'a dit t'es trop gentil. Et quand tu le vois parler, tu te dis mais c'est Tupac qui est là, c'est incroyable parce que quand tu vois après, donc bien sûr il a fait des sons comme Keep Your Head Up, Dear Mama, Brenda's Got a Baby. Mais il disait aussi beaucoup bitch, nanana, suck ma dick, machin, on sait que vous êtes des putes et machin, donc
Tupac était une sorte de paradoxe et ce changement est très très dur à comprendre. Fuck y'all bitches. Do it look like I need y'all? Y'all don't suck my motherfucking ass. Fuck them bitches. Them young, disease-carrying hoes. Ma théorie sur ça, c'est que c'est deux choses. Premièrement, je pense que Tupac jouait beaucoup un rôle, en fait. C'était quelqu'un de très éloquent, qui avait beaucoup d'idéologies qui lui ont été transmises par sa mère Black Panther et son entourage, l'entourage de sa mère, je suppose. Et il a joué un rôle pour se faire accepter, je pense, par beaucoup de gens. Parce que Tupac, c'était quelqu'un de très influençable et je pense qu'il cherchait à être accepté par un groupe et qu'il a cherché à être accepté par le groupuscule gangster, thug, bad boy et tout ça. Et que c'est pour ça que, quand il a fait le film Juice, où il joue Bishop dedans, Biggie a une interview où il dit ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi, qu'à partir du moment où il a joué ce rôle-là, parce qu'il joue un gangster dedans, c'était l'un de ses premiers rôles, même son premier rôle je crois, il est devenu ça. Tu vois, c'est comme Heath Ledger qui a joué le Joker et qui s'est suicidé après, et j'ai l'impression Tupac est rentré dans ce rôle-là et qu'il n'en est jamais sorti, que tout de suite il est devenu une sorte de thug. Il y a plein de gens qui te disent ça. And you less of a man than me, so as soon as I decide that you ain't gonna be shit. Qu'il avait déjà les expériences de vie, etc., qu'il connaissait déjà le milieu thug machin, mais que ce rôle-là l'a vraiment transformé du tout au tout. Quand tu regardes des interviews de gars comme MC8, ou qui est un gros rappeur en tout cas un rappeur légendaire de la West Coast, comme Mob James, ils te disent tous la même chose. Tupac, c'est un gars qui s'est mélangé dans des trucs. Il n'avait pas besoin de se mélanger dans ces trucs-là. He wanted to show them that he really wanted to be loyal to them. I mean, I get it, you know, but it's certain things that you don't do just for, you know, to want to belong. You know what I'm saying? Especially as a grown man. When you enter in that world of gang banging, niggas don't give a fuck because you got a record or a gold chain on, or your name is Tupac and you've been in movies with Janet Jackson or whatever. Ok, tu as connu une certaine partie de la street, ok, tu veux représenter pour le people machin, mais pourquoi te mélanger à des trucs de gang? Pourquoi être aussi violent? Pourquoi t'affilier aux Bloods? Pourquoi aller tabasser Babylon? Pourquoi faire ça? N'hésitez pas à aller regarder les interviews, elles sont très intéressantes. Je vais essayer de vous mettre les liens dans les commentaires si vous parlez anglais. Et je pense que c'est vraiment ça qui a causé la mort de Tupac. Par exemple, son histoire avec Biggie. J'ai l'impression que les gens occultent beaucoup que Tupac a littéralement créé ce clash à partir de rien en fait. Donc on parle beaucoup de clash East Coast, West Coast, mais en fait c'était Tupac contre tous les rappeurs new-yorkais. C'est-à-dire que, on va parler d'un incident au Quad Studio où Tupac s'est fait tirer dessus. Ce qui s'est passé, c'est que Tupac est en galère d'argent. Il faut savoir que Tupac est mort assez pauvre parce que Suge Knight l'arnaquait, en fait, volait pas mal d'argent sur lui. La mère de Tupac va d'ailleurs porter plainte après la mort de Tupac par rapport à ça contre Suge Knight. Mais même avant ça, avant qu'il aille en prison pour agression sexuelle, il avait pas mal de procès. Donc tout l'argent qu'il gagnait allait directement dans les avocats. La maison de sa mère allait être saisie, etc. Il avait pas mal de problèmes d'argent. Et donc quand il était à New York, il enregistrait pour des gars. Tu vois, il disait ok, payez-moi pour un couplet, machin, pour des mixtapes, etc. Et donc, un gars qui s'appelle Jimmy Henchman, qui a des problèmes avec 50 Cent jusqu'à maintenant, qui lui aussi est un gros thug, qui lui a été présenté, que Tupac a été présenté à ce mec par Ice and Jack. Ice and Jack qui, comme je vous le rappelle, était présent le jour du truc d'agression sexuelle de Tupac. Jimmy Henchman l'appelle et lui dit ouais, viens poser pour le projet de Lil Jon, un gars qui s'appelle Lil Jon, qui était proche de Biggie aussi. Donc Tupac qui est en galère d'argent lui dit ok, donc il lui dit $7,000. Donc Tupac il va, machin, etc., etc. Et il se fait, quand il arrive dans le building, il voit Lil Sis, qui est un ami de Biggie, qui lui fait coucou de par le balcon. Donc il se dit, ah ok, Biggie est là. Si Lil Sis lui dit, Biggie est là, viens, machin. Il arrive, et quand il arrive devant l'ascenseur, il dit, oui, j'ai vu des gars habillés en tenue militaire, et c'était un peu la tenue à la mode à Brooklyn, donc je me dis, c'est des potes à Biggie, machin, truc. Et quand il arrive devant l'ascenseur,
Là, on le braque. Les gars se lèvent, le braquent, lui tirent dessus, machin. Il prend 5 balles ce jour-là, une dans la tête, une dans les couilles, etc. C'est chaud. Et il dit que quand... Ensuite, il prend l'ascenseur, les gars ne le tuent pas. Et que quand il monte, il voit que... Il y a Biggie, il y a Puff Daddy, il y avait qui d'autre? Il y avait du coup Jimmy Henchman, il y avait qui d'autre? J'ai oublié qui d'autre. Il y avait Andy Harrell, je crois, qui était présent. Et il dit, quand ils me vont, on dirait qu'ils avaient vu un fantôme, comme si ils savaient qu'on allait m'attaquer et que j'allais mourir, machin. Et il est parti de ça pour créer toute la guerre avec Biggie. Tu vois, alors que Biggie de base, si vous voyez ça dans le film, et Biggie en parle beaucoup, et c'est un truc qui a été confirmé par beaucoup de gens, Biggie lui disait, ne traîne pas avec ces gars-là, c'est vraiment des gars dangereux, je les sens pas, machin, etc. Parce que Tupac, c'est un peu le mentor de Biggie. De base, quand Tupac était déjà riche, faisait déjà des films, etc., Biggie, il essayait de commencer à percer. Pas même que Biggie voulait que Tupac le manage. Bon, c'est Tupac qui a dit ça, mais Tupac lui a dit, non, vas-y, reste avec Puff Daddy, va faire de toi une star, machin, etc. Donc Tupac est parti de ça, et puis il a créé une grosse guerre comme quoi, ouais, c'est Biggie. Il a dit, de base, il a dit, Biggie a fait les gars essayer de me tuer, et ensuite il a dit, non, il n'a pas fait les gars essayer de me tuer, mais il sait qui a essayé de me tuer et il me dit pas. Tu vois, donc en fait, tu te dis, attends, t'as fait tout ça, il t'aime up, il dit, j'ai baisé ta meuf, machin, nanana. Pour ça, alors que Biggie, si tu vois toutes ces interviews, il dit, mais je sais pas du tout qui a tiré sur Missy, je sais pas, je comprends pas, j'ai rien fait à Missy, enfin, je comprends pas c'est quoi le problème. Et j'ai l'impression, pareil, je parle encore des choses qu'on glisse sous le tapis, on parle du beef East Coast, West Coast, mais on oublie que ça parle totalement de Tupac en fait. Le Tupac était parano, machin, j'ai décidé que c'est toi, donc je vais te clasher, je vais clasher tous les gars de New York, il clashait Mobb Deep, il a clashé Jay-Z, il a clashé Nas, etc. Et on occulte totalement le fait que Tupac, s'il n'avait pas fait ça, ben si ça se trouve, s'il n'avait pas créé cette guerre un peu imaginaire quand même, ben Tupac et Biggie seraient peut-être toujours vivants parce que la situation serait beaucoup moins tendue, peut-être que Tupac serait mort par rapport à Baby Lane. Mais personne n'aurait dit c'est Biggie qui a tué Tupac, parce que je pense vraiment que c'est une sorte de vengeance à la con, ça. Je pense que Biggie a été tué parce que Tupac a été tué. Et parce qu'il y avait tout ce clash, etc., etc. Donc en vrai, tout ça, ça parle de Tupac et son tempérament un petit peu sulfureux quand même. Un autre truc, dans ce clash, qui montre vraiment l'évolution inexplicable de Tupac, sauf si on se dit qu'il jouait un rôle ou bien que c'était quelqu'un de très influençable. Je pense aussi que c'était quelqu'un de très influençable qui voulait beaucoup se faire accepter par tout ce qui est gang, etc. machin. Dans Hit 'Em Up, il dit tu dis que t'es un boss mais j'ai baisé ta meuf, en parlant de Faith Evans qui était l'épouse de Biggie. À ce moment là ils étaient séparés mais c'était toujours mariés. Et tu te dis ok, c'est la guerre, j'ai baisé ta meuf, machin, c'est l'un des trucs qui fait le plus mal en rap. Mais pourquoi tu dis ça en fait? Parce que tu es passé de keep your head up, Brenda's got a baby, faut respecter les femmes noires, machin, nanana. Quand il était en prison, il était totalement en mode franchement paix, big up aux femmes noires qui me soutiennent, nanana. En prison, il était très calme, machin. Il est sorti de prison, il a signé chez Def Flow, il est tout de suite devenu super bad boy, super la guerre, machin. Je vais me venger de ceux qui ont voulu me détruire, alors que Biggie ne lui a techniquement rien fait. Et pourquoi tu passes de faut respecter les femmes noires, faut pas appeler les femmes noires bitch, machin, nanana, à ok, j'ai baisé Faith Evans. Imaginons que c'est vrai. Imaginons que ce soit vrai. Pareil, on prend un exemple comme si c'est quelqu'un d'autre. Si Booba fait ça, vous allez dire pourquoi il dit que il a baisé la meuf du gars, ça se fait pas, faut respecter la meuf, c'est un truc de Perlin de faire ça, surtout que la meuf a dit que c'est faux. En plus Faith Evans a dit que c'est faux. Bon, après elle aurait jamais dit même si c'était vrai. Il y a la photo qui est sortie qui est un peu bizarre, machin, tout le monde y croit. Mais c'est quand même particulier de se dire qu'un gars qui a dit respecter les meufs, respecter les meufs, respecter les meufs, maintenant dit j'ai baisé ta meuf, machin, etc. Il ruine un peu la réputation de la meuf qui est quand même une chanteuse assez connue. Si par exemple Drake a fait ça sur Rihanna, il dit I fucked your wife, il a jamais dit ça clairement à un gars, il a fait des petites allusions cheloues. Mais you claim to be a player and I fucked your wife, c'est pas super respecter la femme noire, machin, etc. Donc ça fait encore partie du paradoxe Tupac et des trucs dont on parle très très peu, je trouve en tout cas. Donc voilà, ça fait partie de l'ensemble de trucs où je trouve que Tupac c'est un gars qui a essayé de mourir pendant 4 ans et quand il a enfin réussi, on a dit ah putain, parti trop tôt, c'est le gouvernement, machin. Non, c'est un gars qui faisait tout pour qu'on le tue et qui a fini par mourir. Tu vois, les bails de gang, quand tu te mélanges à des bails de gang, les gars s'en foutent que tu sois une star ou pas une star ou machin, surtout dans ces années-là. Les gars sont venus, les gars t'ont tué.
Et c'est super triste parce que c'est un gars qui était très éloquent, qui avait de très bonnes idées. Je regarde les interviews de Tupac jusqu'à maintenant, je me dis wow, tu vois, comme il dit, je vais peut-être pas changer le monde, mais je vais planter la graine qui va changer le monde. Bref, tu vois, c'était quelqu'un de très conscient. Surtout, le gars, il est mort à 25 ans. Donc imagine, en grandissant, la sagesse qu'il aurait acquise. Mais je pense qu'il avait ce problème, comme je dis, il voulait vraiment être accepté par la Thug Life, alors que ça servait à rien. Et il utilisait le fait de dire Thug Life, ça veut dire the hate you give little infants fucks everyone, la haine que tu donnes aux jeunes détruit la société. En gros, je pense qu'il utilisait ça comme idéologie pour cacher le fait qu'en fait, non frère, tu te comportais vraiment comme un thug, badman de futur, qui t'attaquait beaucoup en plus à des noirs comme toi. Donc ça allait totalement à l'inverse de l'idéologie. Et c'est ce paradoxe dont je voulais parler. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Et ensuite, pour parler de rap, ça va aller beaucoup plus vite. Tupac, c'est un gars, encore par rapport à son charisme et à ce qu'il représentait, le côté militant, machin truc, les gens font comme si c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Alors, quand je dis meilleur rappeur, je parle de performance au micro, de lyrics, de flow, de métaphores, de ce genre de choses. Et quand tu compares Tupac, par exemple, son album sorti à titre posthume, je crois en 1996, c'est All Eyes on Me. Quand tu compares All Eyes on Me à Reasonable Doubt de Jay-Z qui est sorti, c'était le premier album de Jay-Z, pareil, sorti en 1996, ou à Illmatic de Nas sorti en 1994, ou à Ready to Die ou Life After Death de Biggie sorti en 97, tu te dis, mais tu écoutes les lyrics et tu vois que Tupac, il a une façon de rapper qui est très rectiligne. C'est frère, je prends mon NSC, je bombarde mes ennemis, toutes ces meufs veulent me couillonner, veulent jouer avec moi, mais elles ne savent pas que moi je suis le Mac et que je vais prendre mon fusil et je vais tirer et le gouvernement ne m'aime pas, mais je crie Westside devant. Tu vois, c'est très. Tu vois, ça te hype. Moi, j'aime les sons comme Ambitionizer Raida, j'aime beaucoup. Comme je dis, Keep Your Head Up, j'aime beaucoup. Mais si tu compares ça à ce que les gars comme Jay-Z ou Nas font, avec niveau métaphore, niveau figure de style, tu lis et tu te dis, mais en fait, il n'y a pas photo. En fait, il rappe mieux que lui. C'est le charisme et la voix de Tupac et le fait qu'il faisait de très bons refrains qui fait que maintenant les gens font comme si c'est le meilleur rappeur de tous les temps, alors qu'en vrai, niveau performance au micro encore, alors qu'en vrai c'est faux. Tu prends Hit 'em Up par exemple, qui est vu comme un clash incroyable, l'un des meilleurs clashs de tous les temps, Si tu retiens You claim to be a player but I fucked your wife, il n'y a rien dans le clash. Il n'y a rien dans son ensemble de menaces de je vais prendre mon fusil et je vais vous tuer, bad boy vous êtes des bitches, etc. Et en vrai, c'est pas ça un bon clash. Un bon clash, c'est les métaphores, les trucs que tu vas dire sur ton adversaire, les dossiers que tu vas sortir sur ton adversaire. Effectivement, il y a un dossier qui est le dossier ultime. I fucked your wife, c'est chaud. Mais le reste du clash, parce que ce clash-là, il est long, il y a plein de gars nuls en featuring avec lui sur le truc. Il est pas ouf. Ce qui rend ce son ouf, c'est l'impact que ça a eu, parce que le plus gros rappeur a dit à l'autre plus gros rappeur, j'ai baisé ta meuf. Et dans l'outro, en plus, ça a clashé Mobb Deep, a clashé Nas. Donc en fait, c'est lui qui a déclenché tout ce clash-là de façon très violente. Et il n'y a même pas de réponse de Biggie. Biggie aurait plié Tupac au micro s'il avait répondu niveau punchline, machin, etc. Parce que Biggie était beaucoup plus fort. Après, il n'avait peut-être pas de... Même, il aurait pu avoir des dossiers sur Tupac, lui dire, frère, tu faisais du ballet, tu as fait une école d'art dramatique, tu as tué un enfant de 6 ans, tu es allé en prison pour agression sexuelle, Il aurait pu, mais il n'a jamais répondu en vrai. Et on parle pas assez du fait, je trouve, que ce clash était allé dans un seul sens. Tupac s'est même fâché avec Snoop Dogg parce que Snoop Dogg était cool avec Biggie. Leurs dernières interviews ensemble où tu vois Tupac et Snoop en même temps, il y a un gros malaise parce que, tu vois, même Snoop te raconte ça, quand Tupac est mort, Snoop était fâché avec lui, enfin il était fâché avec Snoop. Donc Tupac c'était vraiment un gars, pour finir dessus, pour faire la comparaison Tupac 50 Cent Booba que j'ai faite sur Twitter si vous me suivez dessus, Tupac c'est un gars qui faisait les mêmes trucs que des gars comme 50 Cent, Booba, même Rof un peu, des trucs un peu teubés, gogol des fois si on les juge humainement, même bizarrement Tupac, on veut totalement faire table rase de ça et garder que le côté militant, révolutionnaire, c'était le meilleur rappeur du monde, Donc voilà pour ma première vidéo FBA, j'avais envie d'un peu de déconstruire le mythe Tupac, même si Tupac c'est un rappeur que j'aime beaucoup, c'est surtout une personne qui me fascine beaucoup, son intelligence, son éloquence, son machin, etc. Mais je n'ai jamais été fan de voir idéaliser quelqu'un.
J'ai jamais été fan de ça. Et dans les vidéos FBI, j'ai envie d'ouvrir ces débats, un peu de voir qu'est-ce qu'on ne nous dit pas, qu'est-ce qu'on sait, mais qu'on fait comme si on ne sait pas, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, votre vision de Tupac. Est-ce que je vous ai appris des trucs que vous ne saviez pas? Je vais vous mettre des liens pour que vous puissiez aller faire vos recherches, notamment l'interview de MC8, Mob James, pas mal d'interviews écrites aussi, où il y a beaucoup de détails, où on voit souvent Tupac qui essaie d'envenimer le clash quand Biggie lui essaie de calmer le clash avec Puff Daddy. Voilà, essayez de redonner notre vision du game, une autre réalité, les faits qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, à me répondre sur Twitter, Instagram, tout ça, vous savez déjà. On est ensemble, c'était Specta pour FBI, FBB International, le tour du monde aller-retour. FBI, fucking baby, Illuminati, DEA and the FBI. Fucking baby, Specta say so.